Bonjour, nous sommes avec Thibaut Verbist qui présente sa nouvelle chronique sur le management dans l'éco. J'aimerais bien que tu nous présentes ta chronique et tu nous présentes le sujet du jour. Merci Michel. Bonjour, donc c'est une chronique qui s'appelle Manager autrement, qui sera mensuelle et qui abordera notamment sous forme d'interviews de chefs d'entreprise ou d'experts les nouveaux modes de management en entreprise ou dans les organisations en général qui correspondent à un changement de paradigme au niveau de la société. Donc c'est pas que dans les entreprises ou en matière de management qu'on constate que on est en train de changer vraiment de monde et qui est un monde qui est plus connecté, qui est un monde qui est plus en recherche de sens et en entreprise, on le constate avec les générations dites YZ, donc les plus jeunes, ont des aspirations qui sont en rupture vraiment de plus en plus avec le modèle traditionnel qui est pyramidal, qui est basé sur la croyance que lorsqu'on est plus vieux et qu'on a du pouvoir hiérarchique, on est plus intelligent et plus compétent. Les jeunes aujourd'hui ne fonctionnent plus comme ça, d'abord parce que le savoir est complètement accessible, disponible en temps réel en appuyant sur un bouton sur son iPhone. Donc les jeunes sont plus impressionnés par le fait que la connaissance serait détenue par telle personne. La connaissance, ils savent très bien qu'elle est disponible partout. La chronique d'aujourd'hui, quel est l'essentiel de ce que tu amènes? Donc aujourd'hui, la chronique sera relative à l'intelligence collective au sein des entreprises, partant donc du constat que pour manager une entreprise aujourd'hui, surtout lorsque on manage des gens qui sont plus jeunes, il est devenu inefficace d'utiliser uniquement l'autorité hiérarchique. On se dirige vers de plus en plus, et on le voit aux États-Unis notamment, des entreprises bien connues qui ont été vers le succès, ont eu cette intelligence justement de solliciter l'intelligence collective de la base. Et la base, c'est les gens qui sont opérationnels. Donc l'intelligence collective, c'est un graal pour beaucoup de sociétés aujourd'hui, parce que c'est pas des consultants ou c'est pas des directeurs hiérarchiques qui détiennent tout le savoir. Le savoir, il est dans l'entreprise, il est dans ses ressources vives. Et donc on voit apparaître des techniques de management très novatrices qui ont en commun d'avoir certains ingrédients de base. Alors le premier ingrédient de base, c'est ce qu'on appelle la synergie. Donc dans des modèles systémiques, parce qu'on utilise beaucoup le système, on parle aussi d'économie systémique, mais on parle aussi de systémique en matière de management. Un des premiers principes, c'est la synergie, c'est-à-dire que la somme est supérieure, le tout est supérieur à la somme de ses parties. Donc 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Il avait finalement raison. On s'est beaucoup moqué de lui, mais il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il disait. C'est le passage du jeu égoïste au nous collectif, et avec la croyance qui est vraiment partagée par les plus jeunes, parce qu'ils sont nés avec Internet et les réseaux sociaux. Donc ils savent ça, ils savent très bien que donner, c'est recevoir. C'est nos réflexes à nous égoïstes de délimitation de territoire, de concurrence, etc. n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui dans l'économie de réseau et dans la société de réseau. Donc le passage du jeu au nous est absolument fondamental pour passer dans l'intelligence collective, ce qui suppose un savoir-être et un lâcher-prise par rapport au réflexe animal du jeu. Justement, ce lâcher-prise, on est quand même dans des directions des managements qui sont plutôt a priori de notre génération. Ce ne sont pas des managers, sauf rares exceptions, de tout jeunes managers, mais cette génération-là, c'est pas lâcher-prise, et ça leur fait pas peur. Ça leur fait pas peur d'entrer dans ce type de démarche pour après continuer sur tes points. Ah bah écoute, évidemment que ça fait peur, mais d'abord ça me fait peur à moi-même. Moi je suis de l'ancienne génération déjà, 43 ans, voilà, je suis dans l'ancien système, donc je constate mes propres peurs de passer dans une société plus de partage, de coopération, et évidemment que ça fait peur, mais le changement fait peur. On est dans une société qui est en train de changer radicalement, donc l'autre principe qui est en corrélation avec le premier, c'est celui de la complémentarité, c'est que
c'est dans la diversité des personnalités, des apports de chacun qu'on trouve la richesse et la réussite d'une entreprise. Et alors ça semble un peu évident de dire ça, mais de nouveau, c'est lié au savoir-être des personnes dans une organisation. C'est dire, voilà, mon voisin, il est différent de moi. Souvent, la réaction, c'est dire, c'est un con, ou il a rien compris, parce qu'il pense pas comme moi. Un tel passe sa vie à faire des rapports, il est chiant, parce que moi, je suis un animateur, j'adore faire la fête, et je suis extraverti, donc forcément, ma manière de fonctionner est meilleure que la sienne. En réalité, la complémentarité, c'est un ingrédient de base de l'intelligence collective et du succès d'une entreprise. C'est que, justement, l'idéal, c'est de mettre des gens les plus différents possibles dans un groupe, parce que c'est vraiment de la diversité que viendra l'efficacité d'un groupe. Donc c'est aussi ce travail-là, qui est personnel et collectif, qui est d'apprendre à connaître l'autre, son voisin, son collègue, et d'apprendre à apprécier ces différences, parce que ces différences sont fondamentalement l'ingrédient de la réussite d'un système. Donc c'est passer ici du ou au et. Le ou, c'est moi ou toi, c'est mon style ou le tien, c'est mon style et le tien. C'est le passage du ou au et, après le G et du je au nous, c'est le deuxième ingrédient de base. Et le troisième ingrédient de base, c'est la conscience que l'énergie de l'évolution, c'est une énergie polarisée entre le féminin et le masculin, entre l'ordre et le chaos. L'ordre, c'est le masculin, c'est la structure, c'est l'organisation qui est absolument indispensable. Notre société occidentale est très axée sur l'ordre, sur le masculin, sur cette énergie masculine. Et ce qui caractérise vraiment le changement de paradigme, c'est cette énergie féminine qui grandit et qui s'invite de plus en plus dans nos organisations, dans nos sociétés. Et ça, c'est nouveau en Occident. C'est nouveau, c'est l'énergie féminine qui est celle de l'intégration, de la cohésion, et celle de la vision aussi, et complémentaire évidemment, c'est une loi universelle, hein, et complémentaire de l'énergie masculine. Donc l'intelligence collective, c'est cette capacité à trouver un équilibre dynamique permanent entre l'énergie de la structure, de l'ordre, et la structure de l'inclusion, de l'intuition, de la compréhension de l'autre, des émotions et des sentiments. Et ça, c'est... alors on voit bien les coachs de plus en plus nombreux à intervenir en entreprise, mais c'est un phénomène qui est encore assez récent. Et il n'y a encore qu'un très petit nombre de sociétés aujourd'hui qui prennent conscience que cette énergie féminine est vraiment un ingrédient de base du succès. C'est l'apanage des femmes ? Alors ça, c'est une bonne question, Michel, parce que tu connais déjà la réponse. C'est quand on dit, quand on parle d'archétype féminin et masculin, c'est indépendant du sexe. Hein. C'est ce qu'on appelle un archétype. C'est une énergie. Un autre mot qu'on pourrait utiliser, c'est énergie. Et c'est la base de l'univers. L'univers est basé sur l'ordre et le chaos, sur cet équilibre entre ordre et chaos, entre énergie féminine et masculine, ce que les orientaux appellent le yin et le yang. Donc non, il y a des femmes qui peuvent être très, très masculines dans leur énergie et des hommes très féminins. Ça a un rapport indirect avec le sexe, puisque notre éducation, mais ça change, a eu tendance à favoriser, à cultiver chez la femme le côté féminin au niveau archétypal et l'homme fort, ordre, structure, le côté masculin. Mais ce n'est pas une loi de la nature. Et le dernier ingrédient, qui n'est pas le dernier, mais pour faire court, un des autres ingrédients, c'est ce que j'appelle la finalité. La finalité, c'est que un groupe quel qu'il soit, pour qu'il puisse évoluer en intelligence collective, a besoin d'une destination inspirante de préférence, donc d'une raison d'être. Comme un être humain, l'être humain s'épanouit dans la vie lorsqu'il sait où il va. Alors la raison d'être n'est pas nécessairement quelque chose de spectaculaire. Ça peut être élever ses enfants, et c'est une très belle raison d'être. Ça peut être de faire du bon pain dans un village et partager sa passion. Mais la raison d'être manque dans beaucoup de sociétés, où finalement la seule chose qui compte, c'est de faire de l'argent. De nouveau, c'est un lieu commun, mais c'est pas une raison d'être que de faire de l'argent. Ou alors on peut faire de l'argent d'une certaine manière, peut devenir une raison d'être. Donc on oublie souvent la raison d'être, et la raison d'être, elle est sous-tendue par des valeurs et par une vision, parce que c'est la vision qui transforme le rêve en réalité.
Et les valeurs, c'est ce qui permet d'avoir une congruence dans toutes les actions qu'on mène pour atteindre cette raison d'être grâce à cette vision. Et donc ce travail-là est absolument indispensable, mais ça doit être un travail sincère. C'est qu'on voit beaucoup de sociétés faire ce travail-là parce qu'on leur a dit que c'était bien de le faire et que ça leur permettrait d'avoir une meilleure image. Ce travail doit être fait de manière sincère, en intelligence collective de préférence, c'est-à-dire pas en imposant sa vue depuis le sommet ou avec l'aide de consultants. Et quel est le risque si ce travail-là est avorté ou effectivement le travail n'est pas fait jusqu'au bout au niveau de l'authenticité dans une organisation? Le résultat peut être en fait extrêmement contre-productif parce que les gens ne sont pas bêtes, les gens sentent quand c'est authentique, quand c'est sincère. Et c'est de se dire que c'est finalement tout ça c'est des foutaises. Et d'avoir l'effet exactement inverse, c'est-à-dire une démotivation encore plus grande. Donc c'est un exercice qui ne peut être réalisé efficacement qu'avec une vraie sincérité. Sinon c'est l'échec assuré, c'est même pire que de ne rien faire. Et la dernière chose que je voulais rajouter par rapport à ça, parce que là on est dans des concepts d'intelligence collective, c'est que concrètement il y a un ensemble maintenant de démarches qui sont éprouvées, qui viennent parfois des États-Unis et du Canada, souvent d'ailleurs, et qui ont fait leurs preuves outre-Atlantique et qui arrivent chez nous. On appelle ces approches la sociocratie, l'holacratie, l'approative inquiry ou l'enquête appréciative, qui consiste à conduire le changement en partant du noyau positif d'une entreprise. Ça s'appelle le co-développement professionnel et d'autres approches comme la biosystémique, l'approche systémique de manière générale. Il y a un ensemble d'approches qui permettent de concilier ce cerveau gauche et ce cerveau droit de l'entreprise qui est finalement simplement le retour à une loi de base de la nature. Ok. Bien, merci beaucoup et rendez-vous dans un mois, alors pour la deuxième. Merci Michel et donc au mois prochain. Au revoir.